Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Equinox Télévision ce soir. Bonsoir, une fois de plus. Bienvenue donc à l'émission 237, Le Débat, qui nous réunira désormais tous les soirs sur Equinox Télévision. Après l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, qui s'est soldée par la victoire du président sortant, Paul Biya, la situation est loin d'être calme dans le champ politique camerounais, au point qu'il est réclamé à corps et à cri, au moins par l'opposition et la société civile, des réformes. Au-delà des clivages, si l'on convient que le champ politique camerounais reste perfectible, quelles sont donc les réformes qui pourraient aujourd'hui être pertinentes pour tous ces acteurs? Pour en débattre ce soir, 4 invités sont sur notre plateau. Il s'agit d'Angélbert Essomba Bongono. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Vous êtes cadre du RDPC et singulièrement membre de la commission de la communication. Bien sûr. Voilà. C'est exact. Je suis également suppléant des députés. Suppléant des députés dans la Mefo et Akono. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision ce soir. Merci pour votre invitation. 237, le débat. Également sur ce plateau, Jean-Marc Bikoko, bonsoir. Bonsoir, Guizou. Vous êtes point focal de Dynamique Citoyenne. Dynamique Citoyenne. Point focal national de Dynamique Citoyenne, réseau de suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération. Voilà. Il faut dire que Dynamique Citoyenne, c'est un ensemble qui regroupe un ensemble Plusieurs familles d'acteurs. Plusieurs familles d'acteurs de la société civile camerounaise. Merci d'être venu également. Avec nous également ce soir, Parfait Voum, bonsoir. Bonsoir Monsieur Zogo, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Vous êtes le vice-président régional du SDF pour la région du centre. C'est bien ça, depuis plus d'un an et demi. Voilà. Plus d'un an. Okay. Enfin, avec nous également sur ce plateau, Aristide Mono, bonsoir. Bonsoir Guy Zogo, bonsoir à tout le panel, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. C'est un honneur d'être là sur ce plateau. Vous êtes politologue, notamment doctorant à l'université de Yaoundé 2 à soir. Effectivement, nous sommes dans la débrouillardise de la science, parce qu'il faut rappeler que dans notre environnement, il est difficile qu'on puisse mener la recherche d'une manière efficiente, d'une manière normale. On est obligé de tirer le diable par la queue pour essayer de colmater les brèches et pouvoir produire à la communauté épistémique quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. Voilà. Merci encore à tous, monsieur, d'être venus sur le plateau d'Equinox Télévision pour débattre donc de la question des réformes politiques qui pourraient être tentées, envisagées dans notre pays au sortir d'une élection présidentielle plutôt mouvementée depuis la publication de ces résultats. Alors, comment définiriez-vous, monsieur, l'espace politique camerounais aujourd'hui, notamment ses règles et son fonctionnement? Je commence par vous, Aristide Mono, pour planter un peu le décor. Je pense que lorsqu'on parle d'espace politique, on fait allusion à la notion de champ développée par M. Pierre Bourdieu. Et on sait bel et bien que le champ, c'est cet espace social, c'est ce microcosme dans lequel évoluent un bon nombre d'acteurs qui sont conditionnés par un habitus. Ils sont également conditionnés par des enjeux, ils sont conditionnés par des intérêts, sans oublier également les rapports avec d'autres champs. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on parle par exemple du macrocosme camerounais, le champ camerounais, à l'intérieur, on a le champ politique, on a le champ religieux, on a le champ traditionnel, on a le champ académique. En tout cas, on a plusieurs champs et le champ politique est permanemment en interaction avec ces champs. Donc, on peut dire que dans le champ politique, il y a interaction entre les différents acteurs à l'intérieur. On a également des interactions avec d'autres champs. Alors, si on se concentre sur la question du champ politique, il faut dire que le champ politique camerounais est
celui-là qui est défini par la socio-histoire de l'État du Cameroun. Vous ne pouvez pas parler du champ politique aujourd'hui sans prendre en considération les différents mouvements de l'histoire du Cameroun, l'histoire institutionnelle de notre pays, tenir également compte des spécificités du Cameroun. Vous savez, certains ont théorisé l'État en Afrique. Cet État-là doit être lu à partir des dynamiques internes à l'Afrique, pour le cas spécifique interne au Cameroun. On ne peut donc pas lire le champ politique en prenant pour référence ce qui se passe du côté des États-Unis. Nous avons par exemple des déterminants importants qui influencent le champ politique camerounais, comme l'ethnicité. Vous avez par exemple la question de la tradition qui influence ce champ. Il faut également tenir compte du niveau de culture politique des acteurs qui gravitent autour des enjeux de ce champ. Donc ce n'est que à partir de la prise en compte en fait de ces déterminants qu'on peut d'une manière sereine épiloguer sur la question du champ politique et de ce fait la question des défaillances puis des réformes, parce qu'il faut rappeler qu'avant de parler des réformes, il faut déjà faire l'état des lieux, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et là, il faut donc rentrer dans le problème, les différents problèmes, comment est-ce que ces problèmes sont posés, comment ces problèmes sont mis sur agenda, qui doit les mettre sur agenda, comment est-ce qu'on doit les mettre en œuvre. Donc, d'une manière un peu ramassée, je pense que voilà ce qu'on peut... Alors, globalement, qu'est-ce que vous dites, la photographie globale que vous faites du champ politique camerounais? On va prendre, si on voudrait prendre une période qui est, on va tenir presque peut-être sur un siècle, si on prend le champ politique camerounais depuis la création du premier parti politique camerounais. Si on dit dès 10 avril 1948, il y a eu la naissance du PC et nous sommes arrivés en 2018 avec une élection présidentielle dont on voit les résultats dans les deux périodes, c'est-à-dire celle d'avant l'indépendance, celle d'à partir de l'indépendance et après comment le champ politique camerounais, pour vous, vous le saisissez? Alors, je vais d'abord le saisir à partir du comportement des acteurs. Il faut dire que de la période de pré-indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons remarqué que la forclusion de la violence n'est pas totalement démise. Donc, il n'y a pas une certaine sportisation des mœurs politiques au Cameroun. De temps en temps, il y a une résurgence de la violence. Vous avez ceux qui se décident d'aller dans le maquis pour exprimer leurs idées politiques, parce qu'il faut rappeler que même la rébellion rentre dans des modalités d'expression politique. Aujourd'hui, vous avez la question de l'Ambazonie, qui est également un mode d'expression politique. Donc, vous avez là une violence armée, et lorsque vous essayez de rentrer... Sur ce point-là. Il y a toute une continuité, je ne vais pas revenir sur des violences égarées, ça c'est au niveau de la violence totalement non conventionnelle, ou la violence villageoise ou barbare. Et maintenant, il y a une autre violence qui est restée très permanente dans le champ politique camerounais. Celle-là, certes, elle est passive, mais elle a également un impact considérable sur le processus de démocratisation de l'État du Cameroun. Vous avez la violence verbale, vous avez la question du tribalisme. Aujourd'hui, vous êtes mieux placé pour faire une évaluation de ce qui a été observé lors de la dernière présidentielle, où tout s'est centré au niveau de la stigmatisation des ethnies, au niveau de la stigmatisation des acteurs politiques. On a également eu des comportements, ma foi, qui n'étaient pas dignes d'une république. Et je pense que cela est dû au fait que les acteurs n'ont pas encore intégré ce qu'on appelle le professionnalisme politique. Alors, on n'a pas des professionnels. Ils n'ont pas intégré le professionnalisme politique. Si vous permettez, il y a ce problème de violence. Il y a également le problème de la désaffection du jeu politique dans notre pays. Et cette désaffection, je ne vais pas revenir sur les taux d'abstention observés dans plusieurs parties du territoire ou régions de notre pays. Il y a donc une désaffection. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette désaffection? C'est tout simplement le fait que la socialisation politique, c'est-à-dire ce mécanisme qui doit inculquer des valeurs de participation politique, ces mécanismes-là ne sont pas totalement activés. Et je pense que pour les activer, il faut que le niveau d'éducation soit déjà de mise. Or, lorsque vous avez un taux d'analphabétisme élevé, vous ne pouvez qu'avoir des analphabètes
politique. Donc il y a ce problème. On pourra revenir sur d'autres éléments. Alors, Angilbert Bongonnet-Somba, si on écoute Aristide Monod, violence dans le champ politique camerounais, notamment violence verbale, mais également de manière permanente, le professionnalisme politique n'y est pas. Est-ce que vous adhérez à cette vision du champ politique camerounais ou bien vous avez toute une autre lecture? Non, je ne sais pas si l'élément caractéristique du champ politique camerounais, c'est la violence. Parce que, bon, c'est vrai que on ne peut pas dire que l'expression de la sécession telle qu'elle est formulée aujourd'hui est une expression légale, c'est une violence illégale. Donc, à partir du moment où la question de la sécession elle-même est illicite de mon point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, dans un État où les citoyens sont égaux en droit et en devoir, la sécession apparaît comme un privilège. Et certains pensent qu'ils peuvent de ce fait prendre les armes pour revendiquer la sécession. Alors que si elle est politique, alors à ce moment-là, le champ politique est suffisamment ouvert, contrairement à ce que M. Assemblée dit, il est suffisamment ouvert pour que chacun puisse s'exprimer. Je ne suis pas d'accord avec lui sur la question du tribalisme. En revanche, je suis d'accord avec la diversité tribale, c'est-à-dire la tribalité comme élément constituant du champ politique, parce que la nation a des composantes tribales. Je suis d'accord avec lui sur la lecture historique, avec cet élément particulier que au moment où l'UPC est né en 1948, en réalité, les UPC sont d'abord des syndicalistes, parce qu'il fallait masquer l'engagement politique. C'est pour cela qu'ils s'engagent d'abord dans le syndicalisme, dans un mouvement syndical qui revendique des droits pour les travailleurs. Et c'est même pour cela que vous allez voir dans le programme de l'UPC, il y a une forte générosité dans la satisfaction des besoins sociaux et des préoccupations des populations. C'est d'ailleurs la formule élever le standard. Voilà, le standard de vie. Standard de vie. Donc vous voyez, en 1948, on formule déjà l'élévation de standard de vie. Je suis également d'accord sur le fait que, bon, on peut éventuellement, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec le professeur Bourdieu, qui oserait être en contradiction avec le professeur Bourdieu, mais en réalité, la définition de Bourdieu concerne des sociétés qui ne sont même pas des sociétés qui sont des sociétés de chez eux. Parce que ceux qui pensent comme Bourdieu ne classent même pas nos sociétés. Au moment où il écrit, Bourdieu ne prend même pas en compte l'existence de nos États comme des entités politiques. On peut développer là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de ce débat. Donc moi je dis que notre espace est donc dominé par cette non-participation massive. Mais il ne faut pas croire que le fait que quelqu'un ne soit analphabète en français ou en anglais dispense d'avoir le bon sens politique. Parce qu'on peut être parfaitement intellectuel en Ewondo, ou en Aoussa, ou en langue bambileke, ou en langue bassa, s'exprimer et exprimer ses idées sur le plan politique. C'est pour cela que l'idée qui consiste à vouloir lire le champ politique camerounais sous le prisme ou alors avec les clés de lecture du champ politique occidental sont complètement faussées. Parce que si vous prenez seulement les versions américaines du champ politique, vous allez vous tromper énormément. Pourquoi? Parce que les États-Unis, précisément d'Amérique, sont la seule démocratie esclavagiste au monde. Personne ne peut le nier. Mais quand vous entrez dans l'analyse de la vie politique là-bas, vous voyez la forte implication, la forte, j'allais dire, pesanteur de l'esclavage. D'ailleurs, de 1861 à 1865, 4 ans de guerre civile, parce que le Nord anti-esclavagiste était en combat avec le Sud esclavagiste. Donc ça a structuré la vie politique aux États-Unis, de telle sorte que les clés de lecture de ces gens-là ne s'accommodent pas tout à fait de notre réalité politique, même si quelqu'un a dit qu'on ne pourrait pas faire l'économie, ni du temps, ni des moyens qu'ils ont mis. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire qui relèvent de notre propre perception du jeu politique. Alors, la politique à ce moment-là, c'est quoi? Est-ce que c'est le conglomérat de partis politiques qu'on voit? Est-ce que c'est encore qu'imaginer qu'en 1990 et bien plus avant,
moi j'ai vu les dernières élections législatives pluralistes dans ce pays dans les années 64. Oui. C'est-à-dire avec le PDC, voilà. André-Marie Bida, l'UC et autres, voilà. Donc avant, en 66, la création du parti unique, il n'y avait pas encore la société civile. Vous voyez donc que l'évolution des choses a fait qu'aujourd'hui, on greffe la société civile et nous pouvons partager un plateau de débat avec la société civile parce que précisément, le leadership politique a été battu un peu en brèche. Donc on accepte aujourd'hui qu'il y a d'autres formes de leadership qui peuvent s'exprimer sur le champ politique. C'est un atout. C'est un atout indéniable parce que en réalité, la définition qu'il a donnée de Bourdieu est assez censitaire. Oui. Elle élimine d'office un certain nombre de personnes et nous ne sommes plutôt pour une interprétation extensive de la définition de Bourdieu de manière à ce qu'on puisse inclure, donc introduire des gens qui ne sont pas spécifiquement politiques. Et c'est pour ça que autant je suis d'accord avec le manque de professionnalisme, autant j'ai dit qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Parce qu'on a connu de braves hommes, de braves femmes politiques au Cameroun qui n'avaient jamais été à l'université, qui n'ont jamais appris la science politique, qui n'ont jamais fait la sociologie, qui savent parler dans nos langues, encore que il est démontré que... Donc vous évacuez la question de la violence, vous avez semblé dire... Je n'évacue pas. Je dis que vous la situez à quel degré? La violence n'est pas structurante. Quand vous regardez, vous regardez la structuration de l'État camerounais, oui. C'est vrai que le Cameroun est le seul pays d'Afrique noire qui a mené une lutte armée d'indépendance. Qu'est-ce qui structure le pouvoir d'État au Cameroun depuis que nous sommes indépendants? Ce n'est pas la violence. C'est des mécanismes institutionnels. Prenez André-Marie Bida, le 18 février 1958, il perd le pouvoir par un mécanisme constitutionnel, c'est-à-dire une motion de censure qui met en difficulté son gouvernement. Puis le président Aïe s'installe et puis... Mais qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est que bon... Il y a quand même les pleins pouvoirs de 59. Il y a, bien sûr. Quand même les pleins... Aïe devient président en 60 sans élection, ce qui était prévu, non? Ce qui était prévu. C'est pour ça que je dis que même les pleins pouvoirs étaient prévus. Oui. Les pleins pouvoirs ne sont pas tombés du ciel. Ah oui, c'est Aïe qui les fabrique. Non, je suis d'accord avec vous. Oui, donc il les fabrique, mais en tout cas... la loi sur la subversion de 62, bien sûr, toujours Aïe, mais c'est quand même structurateur d'une violence. C'est pas structurateur d'une violence, on peut s'exprimer. Qu'est-ce qui peut justifier que pour exprimer vos idées, vous preniez des armes? Rien ne justifie ça. Que pour exprimer vos idées politiques, vous enlevez une femme, vous torturez des gens, ainsi de suite. Donc, en revanche, on peut accepter que l'État peut réprimer l'expression des idées politiques. Parce que là, on utilise la force de l'État pour réprimer les pouvoirs exceptionnels et la loi sur la subversion sont les manifestations d'un État dur, d'un État fort, qui ne veut pas voir l'émergence d'idées politiques. Mais jusqu'en 1982, lorsque le président Biya arrive au pouvoir, c'est encore le mécanisme constitutionnel qui est mis en œuvre pour donner lieu à un changement de président de la République. Donc, c'est tout à fait différent d'un certain nombre de pays où on a vu que tous les 10 ans ou tous les 20 ans, il y a une petite révolte, une petite révolution ou une plus ou moins grande révolution pour structurer l'évolution de la vie politique. Encore que une grande démocratie comme les États-Unis dont on parlait tout à l'heure accepte volontiers le meurtre politique comme moyen d'élimination de l'adversaire. Donc, vous voyez que... Vous parlez de Kennedy. Mais écoutez, je n'ai pas... Encore que Kennedy n'était pas le seul. C'est une constante de l'espace du champ politique américain. Non, mais en tout cas, je ne constate... C'est pas une affirmation absolue. Oui, c'est vrai qu'Abraham Lincoln aussi a été assassiné. Bien sûr, voilà. Donc on peut déjà citer au moins 2 présidents dans un espace politique qui se veut totalement démocratique, qui ont donc été assassinés sans que, en réalité, on nous explique pourquoi on doit aller. Vous avez Robert Kennedy, son petit frère, en pleine campagne, qui est assassiné. Donc, si je me réfère à ça, je peux prendre l'exemple de la campagne qui vient de se dérouler, où on a effectivement senti une certaine violence dans les mots, mais qui n'est jamais allé jusqu'à l'élimination physique d'un adversaire politique. Il faut cependant conjurer cette violence de manière à faire en sorte qu'elle ne soit pas le mode d'expression unique de certaines personnes. C'est pour cela qu'il a parlé du tribalisme, qui est ici une perversion de la tribalité, c'est-à-dire l'exaltation à l'infini de l'idée que parce que vous êtes ceci ou cela, ou originaire d'ici ou cela,
vous êtes meilleur que les autres ou inférieur aux autres, qui développent donc des complexes. C'est ça qui peut faire dire, et je conclus sur ce point, ce qui peut faire dire à un candidat malheureux qu'il faut qu'on lui dise là où on fait les concours pour devenir d'une tribu qui n'est pas sa tribu originelle. Donc, ce sont des situations marginales qui viennent empoisonner ou alors polluer le débat. Parce que quand on parle de démocratie, dans un champ politique, on parle de débat, on parle de délibération, pas seulement du vote. Donc, le fait que nous soyons capables ici de débattre de cette façon montre que nous sommes dans un champ politique démocratique. Alors, si les gens viennent exprimer des choses qui peuvent susciter des réflexes violents, et comme la violence commence souvent dans les mots, on peut se retrouver très rapidement dans une violence politique ouverte avec des armes. Voilà. Alors, Jean-Marc Bikoko, quelle photographie vous faites du champ politique camerounais tel que vous le percevez? En tout cas, j'ai étudié l'histoire du Cameroun, j'ai enseigné l'histoire et les quelques connaissances que j'en ai me font dire que le champ politique camerounais, depuis la colonisation, est fondé sur ce que nous on peut appeler le centralisme démocratique. Une sorte d'autocratie qui se cache sous les oripeaux de la démocratie. C'est-à-dire que vous avez tous les textes et autres, mais qui peuvent, par des circonstances non conventionnelles, changer au gré des jeux. C'est ainsi que aujourd'hui, le Cameroun se targue d'être une république. Je ne sais pas quelle est la forme, mais les Camerounais n'ont jamais décidé de la forme de leur État. Lorsque on décide de nous octroyer l'indépendance, après avoir tué tous les nationalistes, les deux tutelles coloniales décident de définir notre forme de l'État, la fédération. Et avec des acteurs manipulés, ils signent un accord en 1961 et on dit République fédérale. Lorsque, par des contingences précises, on perçoit une évolution, on décide que le Cameroun va devenir une république unie, en violation flagrante des accords de 61. Et on parle d'un référendum dont les bases démocratiques n'existent pas. On sait bien que les autres minoritaires, nous majoritaires, si on va un homme, une voix, c'est passé. On devient république unie. Et un jour, on nous dit qu'on devient encore république du Cameroun. Et ça, c'est pas le centre, c'est quelqu'un qui décide. Et on dit que c'est la démocratie. Et aujourd'hui, vous avez une institutionnalisation de l'illégalité administrative en violation de la légalité républicaine. C'est-à-dire que les lois votées par l'Assemblée, qui devraient être au-dessus de tout le monde, sont violemment violées par les autorités administratives, au vu et au su même du pouvoir judiciaire, et le peuple qui, être protégé par ces lois, se trouve dépossédé de ses droits. Et alors que, comme il a dit, les Camerounais sont égaux en droit et en devoir. Et la gouvernance de notre pays se devrait d'être portée par tous les Camerounais sur des fondements démocratiques. Parce que j'enseigne aux enfants, vulgairement, que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, quand vous me demandez qu'est-ce que le champ politique, moi, je vois un champ politique qui est fondé sur l'exclusion, avec comme élément structurant la discrimination. Parce que l'exclusion, un jour, le président de la République, Paul Biya, il dit la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Ça veut dire qu'un écolier, un élève, ne doit pas parler de la politique. Alors que la politique, c'est quoi? La gestion de la cité. Alors, un enfant
qui est un citoyen de demain, qui est même dirigeant du demain, vous allez lui parler de la politique quand il sera déjà grand. Vous commencez à lui inculquer les notions. Et dans la pédagogie, il y a une graduation. 1. De 2, la discrimination et l'exclusion. Au Cameroun, pour que moi, Bikoko Jean-Marc, je sois député ou conseiller municipal, je dois être dans un parti politique. Vous avez donc la dictature des partis politiques, alors qu'ailleurs vous avez les candidatures indépendantes. Alors, tous ces éléments qui caractérisent notre champ politique font que beaucoup de Camerounais se rendent compte que un petit groupe veut en faire une affaire d'élite. C'est ce qui justifie leur désaffection. Tout à fait, parce que les autres, malgré les textes qui existent, ces textes, au lieu d'être motivants pour que les Camerounais soient intéressés, amènent même les Camerounais à dire que les dés sont pipés. Par exemple, dynamique citoyenne, nous avons fait une analyse du système électoral camerounais. On a identifié, comme tous les partis politiques, de nombreuses insuffisances et on a proposé un code électoral alternatif. Le gouvernement n'a pas pris cela en considération et on est allé à une élection. Et lorsque nous avons demandé aux partis d'opposition qui allaient aux élections, mais vous ne voyez pas qu'en allant, vous êtes battus d'office, ils disent que même si on ne va pas aux élections, le pouvoir va prendre les petits, c'est-à-dire que les petits partis là, et il y aura élection. Donc autant profiter du cadre pour dénoncer. Et effectivement, le président de la Cour constitutionnelle, lorsqu'il était déjà coincé par des preuves on n'a pu finir, il a dit, mais quand vous veniez, vous savez que c'était comme ça, non? Et c'est pour ça que Dynamique Citoyenne, donc, dès janvier, on engage une campagne d'information et de sensibilisation des Camerounais pour qu'ils n'acceptent pas que les prochaines échéances électorales aient lieu s'il n'y a pas de réforme. Alors, on viendra sur ces aspects-là tout à l'heure. Parfait, vous, le SDF qui a été à l'avant-garde de ce combat démocratique, celui de 1990, retour au multipartisme. Alors, comment vous percevez le champ politique camerounais aujourd'hui, globalement? Ben, globalement, je dirais que le champ politique est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Il est décevant et il est même inquiétant. Parce que on a l'impression, et vous avez bien fait de le rappeler, qu'on est pratiquement en pleine reculade. Et ceci ne surprend d'ailleurs personne, dans la mesure où en 60 ans, on n'a eu que 2 présidents de la République. Donc cet état de choses fait que les uns et les autres sont déçus et ça entraîne effectivement la désaffection dont on parlait tout à l'heure. Il y a, avant l'élection du 7 octobre, il y a eu des préalables. Il y a un code électoral. Quelqu'un l'a dit qu'il fallait modifier. Malheureusement, le pouvoir refuse le minimum de consensus. Parce que quand quelqu'un prend des références, il est allé même plus loin à dire qu'on a accepté le meurtre politique aux États-Unis. Il revient 60 ans plus tard. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible qu'un chef d'État ou bien un président soit assassiné dans ce pays comme cela a été il y a 60 ans. Il ne faudrait pas qu'on prenne ce genre d'exemple pour montrer un peu que ce qu'on fait est bien. Donc c'est pour vous dire que en réalité, ceux qui font la politique aujourd'hui devraient se demander est-ce que l'objectif de la politique est vraiment atteint? Est-ce qu'on fait la politique pour être au service des gens ou des citoyens, ou alors la politique c'est la roublardise, c'est le crime, c'est le mensonge, ce sont tous les mots négatifs dont nous sommes victimes tous ces jours-ci. Parce que je peux vous dire que quand vous allez dire à quelqu'un que le vainqueur de cette élection, qui a eu 71%, n'a que fait que 12 minutes de campagne, ça tique. On se demande, on est dans quel type de pays?
Donc voilà un peu cet environnement extrêmement difficile et qui est de nature à décourager même les hommes politiques. Parce que la classe politique, parce qu'on n'est pas là pour faire une politique au cours de laquelle on assiste de façon impuissante à tout ce qui se passe. Il y a cette violence. Oui, il a rappelé Jean-Marc Bicolco. Oui, Jean-Marc Bicolco l'a rappelé. Il a dit, il nous a déconseillé à nous d'aller à ces élections. Il n'était pas le seul. Mais nous avons dit, si nous laissons cet espace, ceux qui font en permanence la roublardise politique vont choisir quelques partis. Je préfère ne pas utiliser le terme petit parti. Ils vont se lancer et ils vont dire que le SDF et les autres ont refusé, ont boycotté. Vous vous souvenez du procès qu'on nous fait sur le boycott de 92. Si on n'était pas parti à ces élections, on aurait eu des problèmes avec la République. Parce que justement, il y avait d'un côté des gens qui estimaient que le SDF était pro-ambazonien. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un discours. Et d'ailleurs, cela nous disait qu'on ne doit pas aller à ces élections. Or, nous avons décidé de partir. En plus de cela, il y a une partie du Cameroun qui n'a pas voté. Mais dans l'arrogance du pouvoir, ils ont dit, ok, si la partie anglophone ne vote pas, c'est pas notre problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont suspectés d'avoir entretenu cette guerre justement pour avoir ces résultats-là. Et il y a des élections en 2019. Ils ne font aucun effort pour que cela s'améliore. Voilà un peu l'environnement sociopolitique dans lequel nous sommes. Et la preuve est que il y a une prestation de serment, Monsieur Zobo. Après la prestation de serment, il est dit dans la loi que le nouveau chef d'État doit présenter ses biens. Déclarer ses biens. Article 66. Article 66. Oui. Il ne l'a pas fait. Il a nommé des directeurs généraux récemment. Ils doivent déclarer leurs biens. Ils ne l'ont pas fait. Et on avance. D'ailleurs, on attend un gouvernement depuis 2 mois. Il ne vient pas. Quand il viendra, ceux-là ne vont pas présenter leurs biens. Vous voyez que c'est à la fois de l'arrogance, de la ruse, et pour finir, il y a une structure qu'on appelle ELECAM, dont nous avons revendiqué depuis la réforme. Et quand on parle des victoires du SDF, évidemment avec d'autres acteurs, c'est notamment la recherche d'un organe indépendant. Depuis l'ONEL au moins. Depuis l'ONEL, ONEL 1, ONEL 2, ELECAM 2. Mais du fait de l'arrogance. Et c'est ça la violence. Parce que cette violence est pire que tuer même un homme politique. Vous comprenez? C'est-à-dire refuser le minimum. On a eu cette ELECAM, et moi j'ai eu le privilège pendant ces élections de faire 150 arrondissements, d'être dans la commission de supervision départementale du Fondi. Mais je vous dis, vous arriviez le jour de l'élection, vous constatez que les listes des bureaux de vote qu'on vous a données, qu'on a donné à vos responsables locaux, c'est-à-dire les présidents des circonscriptions électorales, n'étaient pas les mêmes bureaux de vote qu'on présentait. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient complètement délocalisés, dont les responsables étaient en train de chercher où est-ce qu'ils vont trouver ces bureaux de vote. Il y en a qui avaient augmenté, c'est-à-dire je prends le cas comme ça de Yaoundé 4, ou du côté de Kié. On vous a parlé de 7 bureaux de vote. Le lendemain, vous arrivez, vous trouvez 9 bureaux de vote. C'est injuste. Et c'est pour cela que certains se découragent. Certains refusent carrément de faire la politique. Alors, vous insistez sur la violence. Vous dites que c'est une violence qui n'est peut-être pas celle des armes ou celle de la bastonnade, pour ainsi dire, mais qui est aussi... qui est pire que... Elle est même pire. Elle est pire que la bastonnade. Elle est pire que tuer un acteur politique. Parce que si vous arrivez un matin, on vous dit qu'au lieu de 50 bureaux de vote, vous en avez 70, le 7. Vous n'avez pas de choix. On dit que la loi demande de distribuer les cartes électorales aux compatriotes. Si le jour de l'élection, ces compatriotes n'ont pas
leur carte électorale et qu'il faille fouiller. Mon président régional, il a fait 4 heures de temps pour retrouver son bureau de vote. Heureusement que lui, il avait un véhicule. Imaginez les Camerounais qui n'avaient pas de véhicule, qui, après avoir fouillé 2, 3, 4 bureaux de vote, se disent ça ne vaut pas la peine. C'est ça ce système électoral. Et c'est pour cela que, à la fin, quand M. Biya gagne, il a l'impression qu'il ne doit rien aux Camerounais. Il peut dormir tranquille, il peut faire ce qu'il veut, il n'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence. Parce que en réalité, cette élection, ce n'est pas l'élection du peuple. Pour chuter, pour finir, sur 20 millions d'habitants, avec 15 millions ou bien 12 millions potentiels d'inscrits, on n'en a eu que 6 millions. Et 3 millions ont voté. Donc c'est ça l'environnement politique. C'est ça la politique camerounaise. Alors, Angébert, oui, je commence par là où il est sorti. Pour dire à ceux qui nous regardent que dans les inscriptions sur les listes électorales, il y a 2 formules. Il y a l'inscription d'office qui fait qu'un organisme comme Elecam, dès que vous avez la majorité électorale, vous inscrit d'office sans même demander votre avis. Et il y a l'inscription volontaire, c'est-à-dire que un citoyen en âge de voter décide d'aller lui-même vers l'administration ou l'organe en charge des inscriptions. Certains pays que nous aimons souvent citer, comme la France, ont adopté le système d'inscription d'office. Je ne vous donne pas le chiffre de l'abstention aux dernières élections là-bas. Ça, c'est pour que ceux qui nous regardent sachent que si vous, là, 20 ans révolus, vous ne vous inscrivez pas, vous ne voterez pas. Et ça ne dépendra pas du régime, parce que ce soit même au niveau du régime fiscal, notre régime est déclaratif. C'est-à-dire, c'est vous qui déclarez que je viens faire ceci, je viens dire cela. Et l'administration n'agit qu'à contre vous. Donc, en matière électorale, il n'y a pas d'inscription d'office. C'est vous-même qui vous levez et qui allez vous faire inscrire. Il parle des 150 arrondissements qu'il a parcourus. Mais monsieur, vous n'avez pas encore parcouru tous les arrondissements du Cameroun. Il y a 360 communes au Cameroun, 360 arrondissements. Vous faites 150 arrondissements, encore que c'est à vérifier. Moi, j'ai la copie de votre requête du SDF au contentieux électoral. Puisque vous voulez qu'on parle du poste, j'allais dire, de l'après-contentieux, ce qu'il raconte là, ce n'est pas du tout formulé dedans. C'est précisément pour ça qu'on vous a dit, sortez les preuves. Et il parle de distribution des cartes, mais monsieur, ça veut dire que vous n'êtes même pas membre d'une commission électorale, mais c'est très inquiétant. Vous qui êtes à Yaoundé 4, les commissions électorales, ça c'est une disposition de la loi. La participation de l'administration et les camps, et les partis politiques. Et les partis politiques. Commission d'inscription, commission de distribution des cartes, commission d'établissement des cartes. C'est ce qu'on dit. Et ce travail se fait en commission. Si vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas venir nous dire ici que votre président a cherché son bureau de vote, encore que je ne sais pas si elle est quand. Moi, j'ai la copie de votre requête, je crois 72 heures avant, où vous réclamiez l'affichage des bureaux de vote dans les centres de vote. Et les camps a respecté la loi en cette matière. Et il n'y a pas un seul bureau de vote qui se soit ajouté par rapport au bureau de vote annoncé. La preuve est que toujours le SDF a soulevé une fausse polémique sur les bureaux de vote qui seraient dans les casernes militaires et les chefferies, estimant que quand vous faites un calcul rapide, 500 bureaux, la moyenne par bureau de vote du nombre d'électeurs multiplié par 2000, ça fait 1 million de voix. Pour eux, c'est là que le RDPC gagne. Mais il y avait quand même ce problème, non? Il y avait ce problème, mais il a été résolu. Est-ce qu'il existe encore? Avant l'élection même, et les camarades réglés a pris ses responsabilités. Ça, c'est le premier. Deuxième point. Le troisième, c'est que monsieur vous nous parle de 11 millions, 12 millions d'électeurs possibles par an depuis ONEL 2, depuis ONEL 1 et 2, puis ELECAM par an. L'organisme en charge des élections au Cameroun n'inscrit pas plus de 400 000 personnes. Quand vous multipliez 400 000 personnes
pour avoir un chiffre 11 millions d'électeurs. Je l'avais dit à M. Cabral, il vous faut 27 ans. Ceux qui nous regardent. Non, attendez, dans le contexte camerounais ou bien... Dans le contexte camerounais, on a des sécurités. Attendez, on fait les monsieur laissez-moi développer. Vous lui répondrez. Vous allez me répondre. Vous avez parlé, je vous ai même pas interrompu. Je dis qu'au rythme où les choses se font aujourd'hui, c'est-à-dire ce type de discours qui développe, ce sont les mêmes, vous me parfait. Ce n'est pas la première fois que je débat avec vous sur ces questions. Depuis 2004, 2005, 2006, on se retrouvait dans des chaînes de radio. Vous étiez les premiers à dire ne venez pas vous inscrire, les jeux sont faits. Ça, c'est le discours qu'une certaine opposition au Cameroun venait de vous. C'est pour ça que j'ai dit à mon ami Cabral qu'il t'a manqué 11 millions de voix. Multipliez, prenez vos calculatrices, 27 et demi fois 400 000, ça fait 11 millions d'électeurs. C'est-à-dire au rythme où Elecam enregistre les électeurs au Cameroun sur simple déclaration des citoyens qui veulent voter parce qu'ils sont en âge de voter, on ne franchit guère 400 000 par an. À ce rythme-là, il faut 27 ans. Oui. C'est pour cela que nous, à un moment donné, si on avait même entendu, quand nous parlions, vous vous souvenez, sur les chaînes de radio, nous parlions de l'autre mode d'inscription en disant que construisons un système où il y a l'inscription d'office. Comme ça, on va commencer à bagarrer sur comment expliquer aux citoyens la question de vote. Oui, je voulais d'abord déconstruire ce qu'il dit qui ne correspond à aucune réalité sur le plan de l'exactitude. Sauf s'il n'a pas bien lu la loi. Les candidatures indépendantes sont autorisées au Cameroun. Mais quand même. À la présidentielle. À la présidentielle, mais seulement. Vous ne l'avez même pas dit. Non, je n'ai pas dit ce qu'il a dit. Laissez-moi. Guy, ce n'est pas ça le débat. Ce que vous dites là, ce n'est pas ça le débat, Guy. Vous avez la parole. Vous croyez que, vraiment, même dans l'histoire des faits sociaux, et des institutions dans un certain nombre de pays, y compris du Cameroun, ça ne se passe pas comme vous pensez là. Est-ce que vous savez qu'il y a encore des votes censitaires? Pourquoi un monsieur comme aux États-Unis, pourquoi un monsieur comme Barack Obama est connu? Parce que il a réussi à faire inscrire 4,5 millions de personnes. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne savent même pas aux États-Unis quand on fait les élections de leur président. Ne venez pas nous donner l'impression ici que quand on dit déclaration volontaire, nous sommes dans un pays libre. Nous avons le paradigme principal autour duquel, je peux même dire l'axe principal du modèle démocratique que nous avons choisi, c'est la liberté individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez atteint l'âge de voter, l'administration n'a pas le droit de vous inscrire sur une liste électorale. Et je vous ai dit que c'est un des systèmes qui existent dans d'autres pays où ils ont choisi. Et encore que là-bas, ça a produit justement l'effet pervers de certains qui pensent que eux, ils ne sont pas encore mûrs pour venir voter. Je disais donc à l'élection présidentielle au Cameroun, vous avez le droit d'être candidat indépendant, mais il vous faut un parrainage de 300 personnes. Oui. Mais si vous êtes dans un Cameroun, c'est indépendant. Non, attendez, c'est indépendant. Si vous êtes, c'est indépendant parce que vous n'avez pas non plus accédé à la présidence de la République, juste parce que vous êtes Jean-Marc Bikoko, vous vous levez de votre lit, vous dites je vais être président de la République, et puis vous venez, vous dites je suis, et il vous faut faire cette épreuve-là. C'est normal. Nous sommes en construction, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous, parce que vous faites comme si vous avez découvert le Cameroun dans la société civile, au point même d'écrire toute une loi portant code électoral. Mais ce sont des propositions. Ce sont des propositions. Non, il n'a même pas dit que c'est une proposition. C'est ce que j'ai dit. Bon, ok. Vous avez dit que c'est une proposition. Sachez donc que vous pouvez faire une proposition et on la refuse. Ou alors, vous faites une proposition, on estime qu'elle n'est pas encore opportune. Parce que c'est ça aussi la politique. Et moi, je dis que, pour conclure, celui qui parle monsieur, vous me parlez de reculade, que le président aurait fait 12 minutes. Citez-moi le texte qui dit que quand vous avez fait 12 minutes, vous n'avez pas le droit d'être élu. Vous qui avez donc fait, je ne sais pas combien de... Vous pouvez dire combien de minutes votre candidat a fait en campagne. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a pas une norme sur ça, monsieur. La roublardise. Non, je vous dis que citez le nombre de minutes. C'est l'expression même de la roublardise, tout ce que vous dites là. Vous voyez, aujourd'hui. Ne m'interrompez pas. Je vous dis que... Je ne vous ai pas posé une question pour répondre. Je suis dans un développement. Mais attendez, monsieur, ne faites pas cet esprit-là. Je dis que vous êtes incapable de dire. Vous avez la chance de pouvoir dire que le président Biya a fait un discours de 12 minutes. Osez dire à ceux qui nous regardent le nombre de minutes cumulées de votre candidat pendant la campagne. Vous ne savez pas. Parce qu'il n'y a pas une norme pour ça.
Donc ne venez pas donner l'impression ici que c'est ça qui vous a fait perdre l'élection. Encore que OSIF, vous n'avez pas encore résolu tous les problèmes internes, y compris les autres partis politiques qui se posent. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore évacué la réalité, les conséquences politiques du séisme du 7 octobre en ce qui concerne votre candidat, qui a réussi, grâce à la FECAFOOT, à se trouver enfin un strapontin de présidence. Et ce serait peut-être l'occasion. Vous êtes hors sujet. Hors sujet. Là, hors sujet. Là, vous êtes hors sujet. Monsieur, oui, c'est vous qui estimez que je suis hors sujet. Mais vous voyez quelqu'un qui quitte l'Assemblée nationale du Cameroun. Suivez-moi. Oh là là. Laissez-moi finir. Vous vous égarez là. Il est député à l'Assemblée nationale, élu au suffrage universel. Député de la circonscription de Vouri 1 à Douala. Vice-président de la commission des finances et du budget. Vous savez ce qu'il est à la FECAFOOT? Vous savez ce qu'il est là-bas? Il vient de se faire élire vice-président. C'est-à-dire que il s'est mis dans une situation d'incompatibilité. D'ailleurs, vous savez qu'on lui a donné 30 jours pour qu'il se prononce, pour savoir s'il reste député ou si vice-président de la FECAFOOT. Dans l'ignorance totale des restrictions qui avaient déjà été formulées par le Premier ministre du gouvernement sur les incompatibilités couvrent la présence d'un certain nombre d'élus dans les instances footballistiques. On dit qu'en réalité, les gens ne veulent pas. On a recommencé. Moi, je m'aperçois que l'opposition camerounaise, le SDF en particulier, n'a pas encore trouvé la bonne thérapie pour ces vrais problèmes. Si on repart comme ça, monsieur, vous et moi, nous viendrons ici tous les soirs, le jour de l'élection prochaine. Vous perdrez encore. Parce que vous n'avez pas encore trouvé les vrais problèmes. Vous avez les mauvais problèmes et vous avez les mauvaises solutions. Alors, pour moi, le champ politique camerounais est suffisamment ouvert. Il est en plein développement et en pleine construction. Je connais même une grande puissance qui, 50 ans après son indépendance, n'avait pas encore réussi à élire un président de nationalité propre. Donc, nous sommes en construction. Et cette construction fait que certains qui, je sais, quand on perd une élection présidentielle, c'est très difficile. C'est pas facile de perdre. Mais ils ont perdu. Mais si vous revenez avec les mêmes rengaines, nous voulons nous expliquer que les gens ne sont pas venus voter. Parce qu'il y a eu 2 bureaux de vote qui se sont déplacés à Yaoundé 4. C'est réduit l'élection présidentielle à l'arrondissement Yaoundé 4. Alors qu'ailleurs, les gens ont parfaitement bien voté. Et nous sommes tous victimes de l'abstention. Vous ne pouvez pas apporter la preuve ici que les 3 millions qui se sont abstenus devaient voter prioritairement pour vous. Nous sommes aussi victimes de l'abstention et c'est pour ça que nous sommes parmi ceux qui recherchent les causes de cette abstention et éventuellement que les solutions qui vont se prêter pourront nous aider à résoudre la question. Jean-Marc Bikoko, vous voulez réagir à la suite de Angelbert Escobar? Moi, je dis que monsieur Angelbert ne peut pas défendre le système en place. Non, je ne défends pas parce que comprenons-nous bien, Jean-Marc Bikoko. Nous sommes dans un débat, je ne défends pas. Nous sommes d'accord, mais ce sont vos idées. Vos idées participent de la défense de ce qui a été constaté. Non. C'est-à-dire qu'on a 12 millions de potentiels électeurs qui devaient être inscrits et on n'en a eu que 6 et 3 millions d'électeurs. Et vous dites que c'est parce que les gens, dans le système de liberté qui prévaut au Cameroun, ont choisi de ne pas aller voter. Et de ne pas s'inscrire. Mais le problème, c'est que le système en place a fait exprès de créer un environnement politique qui amène les gens à avoir même des difficultés à s'inscrire. Si la légitimité des élus devait être un objectif et une priorité, le gouvernement devrait mettre en place toutes les conditions pour que les gens s'inscrivent. Et ceci passe par le découpage électoral. La circonscription électorale, c'est quoi? Lorsque Elekam prend une tente, vient mettre à la poste centrale, à côté de Elekam, demander aux gens qui s'inscrit, le gars qui vient de Moumda, d'accord, non, pour s'inscrire. Alors qu'il y a un découpage, par exemple, Yaoundé, on a les quartiers, on a les blocs et autres. Dans les pays comme le Rwanda, un pâté de 100 maisons est un bloc qui est gouverné par un chef de bloc qui connaît tous ceux qui y sont.
Et lorsque vous inscrivez dans le bloc, on sait que vous appartenez à ce bloc. Et aujourd'hui, on vous parle de 1 million ou 2 millions de cartes en balade. Parce que les gens sont inscrits de passage à Yaoundé à la poste centrale, ils rentrent maintenant en Gomzap, sa carte laisse sortir, on ne peut plus. Donc, le système fait exprès de faire obstruction. Donc il y a une conspiration du système. Le système, il met en place. Donc c'est un champ politique semé d'embuscades. C'est-à-dire que tout est maintenant. Le président de la République, il est élu, disons. Mais lorsqu'il n'est élu que par 3 millions de Camerounais sur 25 ou bien 15 millions d'électeurs, quelle est sa légitimité? Alors, nous disons, nous sommes de la société civile. Nous sommes l'interface entre les gouvernants et les populations à la base. Nous disons que les populations ont besoin d'être dirigées, gouvernées par des personnes qui ont une légitimité. Et c'est pour cela que nous voulons que la décentralisation soit effective. Et telle que nous la voyons aller là, malgré la création d'un ministère de la décentralisation, nous ne voyons pas que d'ici 1 an, on aura quelque chose. D'autant plus que la mise en place même du ministère pose problème. Et nous disons qu'avec les candidatures indépendantes que nous souhaitons aux municipales et aux législatives, les Camerounais savent qui peut mieux être leur maire dans leur localité que quiconque. Mais avec le système actuel, où il faut être dans un parti politique, on a vu des partis qui, tout au long du mandat, ne sont pas dans une circonscription, à la veille des élections, ils viennent. Donc, ce que je veux dire à M. Bongono, c'est que le système gouvernant aujourd'hui ne veut pas que les Camerounais soient partie prenante de ce qui concerne leur gouvernance. Et le consensus se devrait de prévaloir pour permettre aux Camerounais de faire confiance. Parce qu'il y a un contrat social. Entre nous, les gouvernés et les gouvernants, il faudrait qu'il y ait confiance. Et pour qu'il y ait confiance, il faut que tout soit inclusif. Et le code électoral, ce devrait être inclusif. Ce code électoral controversé fait que le champ politique camerounais, et je termine par là, les lois même du Cameroun, les lois du Cameroun ne permettent pas que les Camerounais puissent avoir confiance à la politique. Moi, je suis syndicaliste. En 1990, la loi de 1990 sur la liberté d'association a prévu une loi sur les syndicats. 28 ans après, il n'y a pas de loi. Et on continue de dire qu'on légalise les syndicats, alors que les lois en vigueur ont été abrogées en 90. Alors, une illégalité administrative. Et lorsque nous interpellons, on dit que, mais monsieur Bikoko, vous êtes un terroriste. Je suis au tribunal depuis 2015 pour avoir fait prévaloir un certain nombre de choses en disant que l'alternance démocratique au Cameroun est impossible. Est impossible. Attendez. L'alternance démocratique est impossible. Pourquoi? Parce que le système électoral, tel qu'il est, avec des instruments de fabrication des victoires, comme l'ECAM, avec la Cour constitutionnelle, qui, au lieu de vérifier même la constitutionnalité des lois, attend les élections. Est-ce que son rôle, c'est seulement les élections? C'est vérifier si les lois sont constitutionnelles. Alors, mais depuis qu'ils sont là, c'est comme si toutes les lois sont constitutionnelles. Et maintenant, lorsqu'ils le font, nous disons, nous attendons le consensus et nous interpellons le chef de l'État pour qu'il sache que l'environnement sociopolitique est bouillonnant. Et le Cameroun est presque un volcan endormi. Et que l'éruption volcanique peut arriver à tout moment. Ça, c'est du chantage. On va y revenir. Ça, c'est du chantage. Aristide Mono, alors, cette situation, est-ce qu'elle résulte simplement des intérêts des Camerounais ou alors des entraves du système, du régime, pour reprendre Jean-Marc Bikoko, selon vous? Alors, avant de vous répondre, vous allez déjà me permettre de faire cette remarque, selon laquelle on a l'impression que le débat politique au Cameroun, c'est l'opposition contre le régime. Oui. Et pourtant, dans une
configuration comme celle de cette soirée autour d'une thématique qui va au-delà du simple champ des politiciens, parce qu'il ne faut pas prendre la politique dans le sens de la pratique politicienne, la conquête du pouvoir ou la conservation. Lorsqu'on parle de politique, d'ailleurs, les anglo-saxons sont un peu plus méticuleux et plus pointilleux sur la chose, en distinguant la politique qui renvoie à policy et politics. Or, chez nous, c'est l'amalgame total. On a donc l'impression que lorsqu'on parle, par exemple, de la participation politique, on fait uniquement allusion à la compétition électorale. Et pourtant, il y a d'autres formes de participation politique. Par exemple, l'action publique, c'est-à-dire la coproduction et la co-construction des politiques publiques, c'est-à-dire on intègre. On oublie également que lorsqu'on parle de politique, il y a des acteurs politiques au sens pur du terme qui sont dans la conquête, donc les politiciens. On a également des parapoliticiens comme M. Jean-Marc Bikoko qui n'est pas dans une dynamique de conquête, il influence plutôt le pouvoir. Alors moi je me dis, ce soir, le débat devrait tourner sur déjà les défaillances du champ politique, concrètement à ce que M. Angelbert et son babon qu'on disait tout à l'heure. Lorsque j'ai fait allusion à M. Bourdieu, ce n'était pas de nous faire comprendre ici sur le plateau que les sociologiques dans laquelle M. Bourdieu a eu à théoriser était plus meilleur que notre ère. J'ai même bien précisé ici que en lisant le champ politique camerounais, il faut le lire à partir de l'État en Afrique en tenant compte des spécificités et la définition du champ donné par Bourdieu reste la même un peu partout. Vous avez l'habitus, vous avez les acteurs, vous avez les interactions, vous avez les enjeux. Alors moi je me dis, c'est autour de ces fondamentaux que devrait donc se structurer le débat. Quel est l'habitus politique dans notre pays? Est-ce qu'il y a sportisation des mœurs? Est-ce qu'il y a conclusion de la violence? Il a dit tout à l'heure que la violence armée n'était pas un mode d'expression. Je suis très désolé. Il y a des modes d'expression non conventionnels, modes d'expression qui ne sont pas à encourager d'ailleurs, mais qui sont des modes d'expression. Qu'est-ce qui veut dire s'exprimer? S'exprimer veut dire poser un problème, passer un message. Alors, si vous avez un monsieur comme Guillaume Soro à l'époque, avant qui n'arrive au pouvoir, ou monsieur Ouattara, il était dans une logique de s'exprimer, c'est-à-dire revendiquer la gestion de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui au Cameroun, comme ça a été le cas avec le maquis, où c'était un mode d'expression, vous avez également ceux-là qui ont décidé de s'exprimer autrement. Donc les urnes ne sont pas les seules modalités d'expression. Il y a par exemple la rue qui est une modalité. Il y a également la violence armée, même si elle n'est pas encouragée. Je précise bien. Et il faut aussi dire. On fait le constat de ce qu'elle existe. Elle est un mode d'expression. Déjà. Oui. Et maintenant, lorsqu'on veut cantonner la violence dans le sens de la violence violence physique, lorsque M. Bourdieu théorise la notion, il met une impasse d'ailleurs sur la violence symbolique. Il y a une violence symbolique et cette violence-là peut venir des institutions. Lorsque vous avez par exemple une structure comme Elecam, c'est en fait la photocopie du RDPC, ce sont des anciens sociétaires du RDPC. Je pense qu'on n'a pas à discuter sur les faits. Lorsque vous regardez la Cour constitutionnelle, constitutionnelle, vous allez vous rendre compte que c'est en bas des doges, on retrouve des anciens donjons du RDPC. Donc moi je me dis, il faut que nous soyons un peu moins passionnés lorsqu'il faut apporter des solutions, parce que ce soit il est question de pouvoir faire un diagnostic franc et sérieux, sortir du débat électoral. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes dans une position de conquérir un électorat. Non, nous sommes là pour éduquer l'électorat, essayer de faire en sorte que cet électorat se mette d'accord avec ceux-là qui impulsent les politiques de démocratisation dans notre pays. Alors, tout à l'heure, lorsque je parlais de l'imbrication, voilà une défaillance aussi du champ politique camerounais. Il y a une imbrication des autres champs. On n'arrive pas à distinguer les postures, par exemple, des chefs traditionnels, les postures des hommes politiques.
lorsque vous avez un chef traditionnel, vous ne savez pas s'il parle comme un politicien ou s'il parle comme un chef traditionnel. Vous avez par exemple des enseignants d'université. Hein, lorsqu'ils arrivent sur un plateau, on met politologue. Hein, on met donc professeur, et pourtant au fond il est là pour une cause partisane, et on sait donc que lorsqu'on est dans un discours totalement partisan, c'est un discours purement subjectif. On est là pour vendre vendre un produit, ça peut être soit un candidat, soit une offre politique. Donc il y a également le fait que dans notre système, hein, j'ai parlé tout à l'heure de la socialisation. La socialisation politique est menée par des organes idéologiques de l'État, en premier lieu. Et maintenant, en deuxième lieu, vous avez des formations partisanes et des organisations de la société civile. Qu'est-ce que les partis font? Par exemple, le SDF ou le RDPC, pour essayer d'intéresser un bon nombre de Camerounais à la chose politique. Est-ce qu'il y a des académies de partis? Est-ce que ces académies fonctionnent normalement? Est-ce que ces académies sont cantonnées uniquement à Yaoundé? Est-ce que ce sont des parades, hein, ou tout simplement de la manière politique qui est érigée? Il faut qu'on essaye de s'interroger et se poser un bon nombre de questions. Si aujourd'hui il y a défaillance, où se trouve le problème? Au niveau des lois, M. Jean-Marc Bikoko parlait tout à l'heure de la question de l'ECA. Lorsque vous lisez le code électoral, lorsque vous le lisez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de vides. Et ce flou-là profite à ceux qui ont monté le code électoral. Ça fait en sorte que lorsque vous arrivez avec une revendication, immédiatement il y a un vide. Vous avez eu, par exemple, la question du financement des partis, qui n'est pas clairement définie dans le code électoral. Ça fait en sorte que lorsque M. Kamto dit qu'il n'ira pas aller récupérer les 15 millions, en fait, il n'a pas des outils juridiques pour aller attaquer l'État. Il n'a absolument rien. Et pourquoi? Parce que le code électoral est totalement mieux. Et moi, je me dis, il faut qu'on essaie d'orienter le débat dans ce sens, pour essayer de professionnaliser. Et lorsque nous relevons les défaillances, ce n'est pas pour jeter en pâture l'État du Cameroun, ce n'est pas pour dire qu'en France c'est mieux, ce n'est pas pour dire que du côté des États-Unis c'est mieux. Il faut que nous on se contente de notre petite situation, essayer de l'améliorer et de l'assainir. C'est en fait ça le problème. Or, si on reste uniquement dans le débat, d'un côté, ceux qui veulent que Paul Biya reste toujours le Dieu, et de l'autre côté, ceux qui sont plutôt les diables, qui cherchent à comploter contre l'État, à un moment donné, on se demande quelle est donc en fait la nature citoyenne des Camerounais. Lorsqu'on parle de la citoyenneté, on revient toujours sur cette thèse soutenue par Aristote. Nous sommes des animaux politiques. Donc, par essence, nous devons nous occuper de la chose. Si vous ne vous occupez pas de la politique, vous êtes totalement, en tout cas, vous hypothéquez votre statut de citoyen. On peut peut-être revenir sur le degré d'engagement, d'investissement ou tout simplement d'implication dans ces choses-là. Absolument. Alors, parfait, vous, réaction après la sortie de Mono, et puis j'aimerais en ce moment Mono qui va aussi réagir. Il n'a pas quand même été interpellé. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas d'académie, hein. Nous avons des formations permanentes. Elles peuvent s'appeler académie ou autre appellation nécessaire, mais dans nos statuts, il y a tout un département de la formation à tous les niveaux, au niveau national, régional, des circonscriptions et des cellules. Donc, la formation est permanente, mais ça n'enlève en rien la nécessité de l'intensifier, parce que de temps en temps, nous constatons quand même quelques égarements, surtout avec des nouveaux militants qui arrivent. Mais il était important que je dise quelque chose par rapport à ce qu'a dit Essoba Bengono sur la candidature de Joshua aussi à la FECAFO. D'abord, il n'y a pas d'incompatibilité entre être candidat à l'élection présidentielle et avoir une autre fonction après. Après les élections, chaque candidat est allé faire ce qu'il faisait avant. Monsieur Biya, lui, il dormait avant, il allait dormir. Monsieur Joshua aussi était dans les affaires du football, il est allé faire les affaires du football. Maître Kamto est allé dans son avocature, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la fonction de député, Joshua aussi en sait plus que
beaucoup ici, notamment Essomba Bengono, qui est suppléant. Peut-être que, à force d'avoir envie de devenir député, il croit que quand tu es député, tu es arrivé, comme on dit au quartier. C'est pour dire quoi que après 5 ans, Joshua aussi connaît tous les couloirs de la députation. Et d'ailleurs, c'est un mandat qui a été prolongé et il est libre de choisir s'il continue ou s'il s'arrête. Ce d'autant plus qu'il y a une loi pendant la crise anglophone. Au cours de la crise anglophone, les députés du SDF sont venus avec beaucoup de propositions. Mais ce problème n'a même pas été débattu. La valeur que vous donnez à cette assemblée aujourd'hui n'est pas la même que celle que donnent les députés du SDF. D'ailleurs, je vous dis qu'à partir de demain, ils vont encore essayer, en déposant une proposition de loi sur la nécessité d'une commission d'enquête parlementaire sur le retrait de la CAN. Et vous verrez une fois de plus que malheureusement, la majorité obèse n'acceptera pas cette commission, je présume. Et donc, il est donc en droit à un moment donné de dire qu'il choisit ceci, il choisit cela. Il n'a pas de leçon à recevoir ni du RDPC, qui n'est pas un modèle, parce que je vais vous dire, Essomba Bengono, allez dire au directeur, au délégué général à la sécurité nationale de laisser au moins le poste d'ambassadeur d'Espagne qu'il occupe encore aujourd'hui, 11 ans plus tard. Voilà les vrais problèmes et non ceux de Joshua aussi. Quand je l'ai dit, il est important qu'on revienne sur le fait que non, les 400 000 personnes que Elecam inscrit chaque année, c'est pas de la faute des Camerounais. C'est que l'environnement, et vous avez parlé du champ politique, l'environnement est tellement impropre, est tellement difficile que les Camerounais aujourd'hui peinent. Et lorsqu'un Camerounais s'est inscrit en 2018 et qu'il voit le résultat de Paul Biya, 71%, vous croyez qu'il peut même encourager d'autres à s'inscrire l'année prochaine? Il sait que le processus électoral est vicié, que ce soit Elecam. Quelqu'un a parlé d'une chambre du RDPC. C'est démontré. C'est d'autant plus que nous avons rencontré le directeur général d'Elecam pour lui dire que si Niak peut voter, le président du Sénat, s'il peut voter en France de façon illégale, si le Premier ministre Yann Philemon peut voter à Bamenda de façon illégale avec 188 personnes, pourquoi est-ce que les autres anglophones qui sont disséminés à travers la République ne peuvent pas voter? Donc quand vous avez ce genre de situation dans un pays, vous croyez que ça motive les uns et les autres? Pour finir, il a fait référence à la France. Oui, en France, quand il y a abstention, les hommes politiques se mettent debout. Ils disent qu'il y a un problème et ils cherchent à résoudre ce problème. Ici au Cameroun, quand il y a abstention, c'est plutôt l'arrogance. On parle des lois, ainsi de suite. Donc voilà un peu le problème électoral, le problème politique. Il est profond. Et quand nous sommes venus ici sur ce plateau, c'était pour relever tous les problèmes politiques et pouvoir apporter des solutions. Ce n'était pas, comme il le dit, des camps contre des autres. Parce que Essomba Bengono sera candidat à la députation l'année prochaine, exactement comme moi. Il faudrait que nous soyons dans un environnement propre, minimalement sain, pour que les Camerounais s'épanouissent. Mais si c'est toujours la roubladise et la ruse politique, on va revenir sur des plateaux de télévision avec 3 millions ou 6 millions d'inscrits et c'est pas bien pour la suite. Et personne ne sera finalement responsable de quelque chose. J'ai entendu d'ici que l'ECAM est une copie du RDPC. Oui. Vraiment, de la part d'un doctorant, moi ça me gêne. Parce que on peut aller sur les chiffres. Ouais, laissez-moi parler, monsieur. Ne fût-ce que sur une lecture organique. Je ne sais pas si on peut même établir un lien entre les statuts du RDPC et le décret portant organisation et fonctionnement de l'ECAM. Ne fût-ce que sur le plan organique. Mais il y a beaucoup de membres de l'ECAM qui ont été... Guizot, oui, vraiment. Sauf si vous entendez. Ce n'est pas un fait. Vous pensez que les membres de l'ECAM, même si vous prenez tous les votes de l'ECAM, vous pensez que ça peut faire gagner une élection? Oh, c'est pas ça. Laissez-moi parler, vous me parlez. Vous voulez qu'on aille chercher les membres de l'ECAM où? Dans l'opposition aussi. Dans l'opposition aussi. Oui. Il y a un responsable. Un seulement. Voilà.
Je croyais qu'il n'y en avait même pas. Ok, je croyais qu'il n'y en avait pas. Donc, vous voyez que votre analyse est déjà faussée. Attendez, vous avez dit que c'est la copie du RDPC. Vous venez vous-même de dire qu'il y a un membre de l'opposition. S'il y a un membre de l'opposition, ça veut dire qu'il n'y a pas copie du RDPC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau matériel. La compétence matérielle de l'ECAM, c'est quoi? Hein? Vous qui pouvez répondre à la question. Quand vous regardez les compétences matérielles de l'ECAM, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les compétences du parti RDPC? Je ne pense pas. Vous allez encore répondre vous-même à la question. Maintenant, vous prenez un niveau personnel. Mais attendez, les responsables de l'ECAM sont des Camerounais. Vous voulez qu'on aille chercher les responsables de l'ECAM où? Dans l'opposition aussi. Vous voulez qu'on aille les chercher où? Ils sont dans l'opposition. Vous avez dit qu'ils sont dans l'opposition. Ne dites donc pas que vous relevez donc s'il y a des responsables. Laissez-moi parler, cher ami. Si vous relevez donc que c'est une copie, ce n'est donc pas une copie du RDPC, parce que je vous ai montré au moins que sur le plan organique et sur le plan de la compétence matérielle, il n'y a même pas photo. Et au niveau de la composition, vous-même vous venez de dire qu'il y a des responsables de l'opposition là-dedans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de ce que M. Jean Bikoko a dit. Ça, c'est du chantage, Jean-Marc. Et personne ne cédera à ce chantage. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du mois de janvier. Si vous faites des propositions qui rencontrent la nécessité qu'elles soient mises en œuvre d'un point de vue d'opportunité, on va y aller. Ne pensez pas que la société civile peut venir faire du chantage à des institutions républicaines. Parce que vous ne sommes même pas dans la République. Donc, quand quelqu'un vient de nous dire ici que l'Assemblée nationale ne vaut rien, c'est pas ce que j'ai dit. Monsieur, vous me parfait. Vraiment. Non, il faut restituer, mais bon, ok. Vous n'avez pas dit que l'Assemblée nationale ne vaut rien. Mais je vous dis donc qu'un député de la nation, en allant dans un bureau exécutif, bureau d'urgence de la FECAFOOT, se met en situation d'incompatibilité. Article 50. C'est clair. Donc, vous pouvez apprécier ça comme vous voulez, c'est votre histoire. Vous pouvez apprécier les activités de votre candidat après cette élection. C'est encore la cuisine du SDF. J'ai entendu ici parler de la fémania politique. Franchement, vous avez des expressions, bon, juste pour faire plaisir. Elle est théorisée par un grand professeur, le professeur Bachom, qui a théorisé, le professeur Bachom qui a parlé en s'appuyant sur le matu vu, parce que les femmes se comportent en fait comme ceux-là qui font dans le matu vu, c'est-à-dire la parade pour escroquer. Est-ce que vous pouvez me laisser développer? Parce qu'il ne faut pas faire comme c'est une expression de... Non, je n'ai pas dit que... Oui, je connais très bien, que j'ai lu. Et vous vous souvenez que j'ai également utilisé cette expression ici lorsque j'étais ici sur votre plateau avec Hilaire Kamga, précisément parce que je pensais à Bachom. Pour dire que ça impressionne les Camerounais, parce que c'est une réalité qu'ils palpent tous les jours. Mais ça ne fait pas, ça ne permet pas de construire durablement dans un environnement politique comme celui-ci. Si je vais voir la solution que vous allez me donner par rapport à cette fémania, parce qu'en tout cas nous on ne se reconnaît pas dans la fémania. Et la démonstration de Bachom est tout à fait claire. Et ceux à qui il s'adresse se reconnaissent. Donc pour nous ne ressentons pas le phénomène de cette façon-là. Je voudrais parler du financement. Je l'ai bien lu. Le financement. Je suis désolé encore une fois de plus qu'il parlait de financement de cette façon. Le fait que M. Kamto n'aille pas prendre les 15 millions, c'est même une insulte au travail des Camerounais. Ah, il devrait les prendre. Non, mais attendez, les 15 millions ne sont pas de l'argent qui sort de la poche d'un individu, c'est le fruit du travail des Camerounais. Ne fût-ce qu'à ce titre symbolique, je pense que c'était bon d'aller le faire. Et la loi n'a jamais été muette là-dessus, sauf si vous n'avez pas bien lu la loi sur le financement des partis politiques. En ce qui concerne la campagne, c'était un appui. Il n'y aura jamais assez d'argent débloqué par l'État pour financer une campagne électorale d'un candidat. C'est un appui qu'on donne aux candidats à l'élection présidentielle. Et nous avons ressenti ça comme un manque de considération pour le travail des Camerounais qui produit quand même cet argent. Jean-Marc Bikoko a également parlé d'une interface qui serait, la société civile. Oui, non, je dois répondre, parce qu'il faut qu'on éclaire ce qui nous regarde. C'est pénible quand même. Bon, ça vous semble pénible, mais je suis ici pour ça, sauf si vous pensez que nous devons arrêter le débat là, monsieur. C'est mon temps de parole. Je dois répondre pour éclairer également ceux qui nous regardent. Interface autoproclamée, vous devriez ajouter. Parce qu'en réalité, personne ne vous a jamais élu
pour servir d'interface. Attendez. Les syndicats vous ont élu Jean-Marc Bikoko. Dites que les syndicats et les Camerounais vraiment, vous conduisez mal le débat parce que vous m'empêchez de parler. Vous donnez du soutien à ce que Jean-Marc dit. Vous buvez ça comme des paroles d'évangile. Je dis les Camerounais ne sont pas des syndicalistes. Les syndicats ont élu M. Jean-Marc Bikoko. Et quand vous prenez la définition d'un syndicat, vous voyez bien c'est à quoi il travaille. La défense des intérêts de ses membres. Donc les syndicalistes l'ont élu, ce n'est pas les Camerounais. Il faut qu'on soit quand même respectueux des modes d'élection, notamment en ce qui concerne le suffrage universel. Vous parlez, dites donc que vous êtes le représentant des syndicats et que vous pensez que, ne dites pas nous sommes l'interface. On ne vous a pas élu pour être interface entre les partis politiques, entre eux d'une part, et les partis politiques et l'État d'autre part. Donc vous apportez votre contribution au débat politique dans un champ qui, je le répète encore, en ce qui me concerne, est suffisamment ouvert, contrairement à ce que j'entends sur ce plateau ici. Il a parti de l'académie, il aurait dû faire une académie mais qui ne fonctionne pas. Non, attendez, je donne des séminaires à l'académie pratiquement toutes les semaines. Vous nous formez nos militants, vous vous informez, vous n'êtes pas militant. Le jour où vous serez, attendez monsieur, quand vous dites ça, Guizot, vous êtes une chaîne sérieuse. Informés. Nous formons nos militants. Oui. Si vous êtes militant du RDPC et que vous avez un besoin de formation, vous venez, on va vous former. Vous n'êtes pas membre chéri du RDPC. Jean-Marc Bikoko a parlé des blocs. Les blocs renvoient à l'organisation de la chefferie traditionnelle, qui a été contestée, vous le savez très bien, du fait de son implication dans l'ancienne formulation des procédures d'inscription, de distribution des cartes et autres. Donc, j'ai encore certains écrits de Jean-Marc Bikoko, précisément, sur cette question de la confiscation, la rétention abusive des cartes électorales par certains chefs. Et j'ai dit, quand vous le disiez bien, les dispositions du code électoral, elles sont suffisamment incitatives en ce qui concerne l'implication des partis politiques. D'abord, parce que les partis politiques, un parti politique qui ne participe pas à ces commissions, ne peut pas trop bien comprendre un certain nombre. Et les partis politiques, vous les accusez, vous n'avez pas participé? Non, je n'accuse pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire des accusations. Oui. Je fais un constat que vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas nier que sur 330 ou 32 partis politiques, ils ne sont pas très nombreux qui viennent dans les commissions d'inscription, d'établissement et de distribution des cartes électorales. Je pense même que c'est une étape complètement, qu'ils peuvent complètement zapper comme ça pour passer directement à l'étape de l'élection. En revanche, je suis d'accord avec lui que, et je crois que je l'ai dit, le leadership politique n'est pas seulement entre les mains des partis politiques. La délibération, le débat, la participation citoyenne. Et j'ai dit à ce niveau à M. Jean-Marc Bikoko que, contrairement à ce qu'il pense, la décentralisation sera bien effective, M. Jean-Marc Bikoko. Et la création des ministères n'est qu'une étape qui consistait précisément, et vous avez vu, le 2 mars 2018, le ministère a été créé. Et quand vous regardez son enveloppe budgétaire aujourd'hui, vous voyez très bien les programmes que ce ministère conduit. Il y a bien la mise en œuvre très rapide de la décentralisation. Je crois même que ça risque de surprendre encore beaucoup de gens parce que quand je suis un peu le débat tel qu'il se déroule ici, je crains que Jean-Marc Bikoko et ses associations ne soient là que pour enfoncer en réalité une porte déjà largement ouverte en ce qui concerne la décentralisation. Nous, ce qui nous intéresse dans la décentralisation, c'est beaucoup plus le contenu. Le contenu, les compétences à transférer aux collectivités territoriales décentralisées. Vous savez que les secteurs qui sont concernés, c'est le domaine du développement économique et social, le développement éducatif, le développement sanitaire, le développement culturel, le développement sportif. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été fixées par la loi cadre portant orientation de la décentralisation en 2004 et une loi qui a été prise également le 12 juillet 2004 pour ce qui concerne les communes et une autre loi pour ce qui concerne les régions. Et le dernier palier qui nous reste à franchir précisément, c'est la mise en place des conseils régionaux pour accéder donc à ce niveau de décision qui nous semble assez essentiel en ce qui concerne les avancées vers la prise en main par les populations et les citoyens de leurs affaires propres. Ça procède d'une reconnaissance des spécificités
comme on a dit tout à l'heure, ces spécificités-là sont diverses, sont nombreuses. Chaque région dispose de suffisamment d'autonomie et de pouvoir, encore que le président a clairement dit dans sa profession de foi qu'il allait vers le renforcement de cette autonomie, de manière à ce que un certain nombre de problèmes ne soient plus nécessairement remontés au niveau central. Mais on aura un autre débat sur le centralisme démocratique. Je vous démontrerai que nous ne sommes pas tout à fait dans un centralisme démocratique. Alors Jean-Marc Bikoko, à la suite de Angèle Assomabongo, non? Non, je vais juste, comme on est dans une phase de faire un peu le diagnostic, ce qui ne va pas, je vais seulement poser la question à Angèle, qui décide de l'opportunité de la réforme ou du statu quo? Est-ce que ça doit être ça doit dépendre du chef de l'État lui-même ou du gouvernement en place? Lorsque le peuple tout entier a découvert que quelque chose ne va pas, il le soulève, il est du devoir, par souci de calmer les esprits et de développer la sérénité, de résoudre le problème. Vous vous imaginez, nous pensons que nous sortons du code électoral, que la majorité électorale est à 20 ans. Nous découvrons que la majorité matrimoniale est à 16 ans. À 16 ans, un Camerounais et une Camerounaise peuvent se marier. La majorité pénale est à 18 ans. Et ces deux pans qui peuvent fonder une famille, qui peuvent répondre de leurs actes, ne peuvent pas choisir celui qui doit les gouverner. Et il faut également, sans toutefois vous couper, qu'il y a certains militaires qui dépendent de l'État du Cameroun, mais qui ne peuvent pas voter. Voilà. Et donc, pour dire que, en fait, ils sont recrutés à 18 ans. Et ces impairs du code électoral, même si on refuse même de nous concéder le reste, mais ça quand même, pour montrer qu'on nous a écoutés, on devrait. Mais comme l'arrogance est de mise, ils le font, et de cette arrogance on a vécu. Ce sont des constats que nous partageons. Hein. Mais ne pensez pas que je suis. Vous voyez, c'est la conclusion que vous en tirez qui n'est pas partagée. Je ne suis pas d'accord avec la conclusion. Alors l'arrogance, j'ai interpellé le ministre de l'AT. Le gars à peine élu, d'abord il veut prendre la place de l'ECAM, parce qu'il est minate, et il vient proférer des menaces aux Camerounais. Et je lui rappelle que la fonction ministérielle est républicaine. Elle ne confère pas au ministre le droit de proférer des menaces. Parce qu'il a dit que ceux-là, ils vont voir. Il est le minate. Mais donc l'arrogance. Maintenant, l'autre chose, nous disons, il faut... Mais les syndicats, ils peuvent menacer. Non, les syndicats, ils ont les modes d'action consacrés. Non. Est-ce qu'ils peuvent menacer? Parce que quand vous dites à partir de janvier, nous, on va faire ça. Ce n'est même pas le syndicat, ça c'est dynamique citoyenne. Ce n'est même pas une menace. C'est la mobilisation sociale que nous avons. Ah bon? Nous avons le dynamique citoyenne a pour objectif d'influencer les politiques à travers la mobilisation sociale. Et le gars a dit un mot d'expression, c'est la rue. Et les syndicats ont des modes d'action consacrés depuis 1919. D'abord en 2019, nous célébrons le 100e anniversaire de l'OIT. Oui. Et donc, les syndicats doivent descendre dans la rue. Oui. Et ils doivent marcher, doivent faire des sittings. Mais la loi antiterroriste de 2014 dit dans son article 2, celui qui revendique pour amener l'État à faire ou pas faire est un terroriste. Alors, vous voyez comment l'arrogance, quand le syndicat ne peut plus gréver, ne peut plus marcher, il n'est plus syndicat. Mais c'est normal dans un régime où la dictature qui se cache sous les textes démocratiques le fait. Maintenant, il y a un élément, c'est les syndicats ne travaillent pas seulement pour les membres. Ah bon? Font la promotion et la défense des droits et intérêts des travailleurs. Bien sûr. C'est pour cela que quand un syndicat gagne une victoire sociale, même ceux qui n'étaient pas dans le syndicat en profitent. Tout à fait d'accord. C'est pour les travailleurs. Donc, moi, syndicaliste, je suis habitant de la société civile qui a tous les familles d'acteurs, les syndicats. Quel est le mot que vous utilisez? Élection. C'est pas la mobilisation. C'est la mobilisation. C'est un homme social qui fait des victoires sociales. Alors, attends, je termine. Pour dire que c'est pas la mobilisation. Non, c'est le dialogue social. Voilà. Lorsqu'il n'est pas écouté, ça dit qu'on pose des problèmes. Par exemple, je suis syndicaliste. On a coupé les salaires aux Camerounais en 1993, 70% dans la fonction publique. Oui. Le seul cas au monde où 70% des salaires sont coupés. Dès que vous posez le problème, on dit que... Alors, quand vous demandez que
l'État du Cameroun aujourd'hui sorti de... Depuis 2014, vous avez la négociation avec l'État du Cameroun. Moi, non, on débat. Alors, maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la légalité républicaine soit consacrée. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les lois, même mauvaises, qui sont souvent élues, lorsqu'il faut les appliquer, on laisse certains Camerounais, parce qu'ils sont par exemple le sous-préfet, on est dans un régime de déclaration, des réunions et des manifestations publiques. Vous déclarez, le gars dit qu'après un examen minutieux, il est au regret de ne pas vous autoriser. Ce n'est pas ça. Un. Et de deux, ce sous-préfet, ce préfet, il doit savoir que lorsque la CSP, Centrale Syndicale de Secteur Public, que je dirige, organise une réunion avec des invitations à des personnes précises dans des bureaux que nous louons, ce n'est pas une réunion publique. Parce que les gens qui y viennent sont connus et ils répondent d'une invitation. Qu'un sous-préfet vienne entrer dans nos bureaux, c'est de la violation. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que plus que jamais, la légalité républicaine prévale. Mais maintenant, on a laissé les policiers, les gendarmes et autres, pour peu que le sous-préfet, qui a le pouvoir de faire, d'utiliser la puissance publique, dès que le sous-préfet dit aux policiers que, allez, les policiers, bêtement, ils s'en vont violer la loi. Il va falloir que dorénavant, lorsque les gars exécutent un ordre manifestement illégal, ils soient sanctionnés. Mais il y a une commission d'indemnisation. Il y a même un arrêt du juge administratif. Non, c'est pour éclairer. On va aller exactement. La question qu'on pose. Il y a une arrêt à la jurisprudence même qui s'applique. On a saisi le tribunal administratif qui a cassé des décisions du sous-préfet. Donc, ce n'est pas une revendication. La jurisprudence est déjà. La jurisprudence à quoi? Ouais, alors, à quoi, Yvonne? Qui a décidé de sanctionner justement lorsqu'il y avait abus sur la. On ne les a pas sanctionnés. C'est dans notre cas. Le rôle du tribunal, c'est quand même, reconnaissez quand même que ça a été cassé. Ça a été cassé à la main, il y a récidive. Non. Il ressaisissait également le juge. Il y a une question, nous avançons dans ce débat, il y a une question quand même, nous sommes sur les propositions et nous allons sortir par là. Oui. Les propositions, qu'est-ce qu'il faut changer, mais il y a un point de désaccord entre le pouvoir en place et l'opposition et la société civile, c'est le code électoral. Alors, sur cette question-là, Angèle Berg, est-ce que vous sur cette question comme sur les autres, bien sûr, ce sont des critiques qu'on connaît. Tout ce qu'il a dit sur la différenciation des âges par rapport au niveau de responsabilité des secteurs, sans toutefois révéler les spécificités de chaque secteur, parce que la responsabilité d'un chef de famille n'est pas comme celle de quelqu'un qui va à une élection, c'est dans un contexte déclaratif. Donc, il y a nécessairement un souci d'harmonisation, c'est le premier point. Un deuxième point, c'est que en 2014, lorsqu'on a sorti la dernière résolution sur la négociation du SMIC au Cameroun, Jean-Marc Bikoko le sait, le gouvernement et les syndicats ont fait un groupe de travail sur un certain nombre de propositions qui ont été faites par les syndicats. Donc je ne suis pas d'accord que les syndicats obtiennent des résultats parce qu'ils vont dans la rue. Non, après la rue, vous revenez sur la table de négociation, et celui que vous trouvez sur la table de négociation, c'est bien le gouvernement. Donc je voudrais qu'on soit d'accord là-dessus, que lorsque vous allez finir de marcher en janvier, vous n'aurez pas la loi, vous n'aurez la loi, que si vous venez vous asseoir sur la table de négociation. On n'a pas dit qu'on va marcher, on va vous sensibiliser. Il faut un rapport de force quand même. Oui, non, mais le rapport de force a toujours été fait. C'est pour ça que je suis surpris quand j'entends parler ici. Vous connaissez un seul pouvoir au monde qui peut créer un rapport de force durable contre le peuple. Non. C'est pour ça que parfois quand Bikoko parle du peuple, je me demande est-ce qu'il a vraiment déjà touché le vrai peuple, parce qu'aucun pouvoir au monde ne peut résister durablement au rapport de force. Le pouvoir camerounais a déjà résisté. Jusqu'à dans les propositions, j'ai dit que le pouvoir au Cameroun est ouvert à toutes ces propositions. D'accord. Et laissez quand même que ce soit le pouvoir, lorsque vous avez fait vos propositions, qui finalise l'opportunité. Non, oui, parce que c'est lui qui est juge de l'opportunité, c'est pas le peuple ou vous posez des problèmes et le pouvoir apprécie et met sur la table et fait une analyse soit globale, soit spécifique. Voilà. Et on arrive à des solutions qui arrangent tout le monde. Alors, rapidement, parfait, vous. Disons que il faut un électrochoc général.
un électrochoc général. On a parlé du code électoral, on a parlé d'une structure indépendante, on a parlé même de la mentalité de ceux qui nous gouvernent. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est plus à leur niveau qu'autre chose. Parce qu'il suffit de vouloir pour que le déclic politique, parce que nous autres qui faisons la politique depuis des années, nous sommes gênés. Nous serions fiers si on nous battait à la régulière, avec toute la transparence possible. Ça, c'est pas impossible. Mais ce qui est gênant, c'est que nous perdons parce que justement, il y a un certain nombre de blocages. Et les gens ont fait de la politique une affaire de vie ou de mort. Rester au pouvoir, vaille que vaille, et même si on ne gouverne pas, pourvu qu'il y ait quelqu'un là, après vous allez voir des batailles, famille, belle famille, à gauche et à droite. Pour les Camerounais, pour les politiques que nous sommes, c'est gênant. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut une transformation totale. La loi, les hommes, pour que en 2019 qu'on ait un minimum. Le 7 octobre, vous aviez cette opportunité. Alors, disons que je vais toujours adopter le même schéma, celui des spécificités du champ politique, tout en partant déjà de la professionnalisation des acteurs qui opèrent dans ce champ, notamment les politiciens au sens plus du terme et des parapoliticiens. On a observé par exemple lors de la dernière élection présidentielle qu'il y avait des candidats qui n'avaient que pour seul personnel leur voiture pour mener la campagne dans tout le Cameroun. On avait l'impression que c'était des Magellans. Or, ça ne fait pas sérieux parce qu'en fait, une formation partisane, un parti politique, c'est une entreprise. Et lorsqu'on parle de l'entreprise, on parle des règles qui sont objectivement édictées. On a également le personnel qui est habité par cet habitus du professionnel. Et habitus, c'est la manière d'être, la manière d'agir. Donc, il faut travailler sur la professionnalisation à la fois des entreprises politiques, des entreprises parapolitiques et travailler sur la professionnalisation des acteurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est travailler sur la socialisation politique. Il faut qu'on essaye d'aller un peu plus loin, activer tous les appareils idéologiques nécessaires pour que des populations commencent à faire des choix rationnels. Vous savez, lorsqu'on est dans un champ politique où la masse est suffisamment rationnelle, ça permet de réguler le comportement des acteurs politiques. On ne peut plus avoir des amateurs, on ne peut plus avoir des aventuriers parce qu'on sait que le peuple est suffisamment armé, politiquement cultivé pour censurer. Et maintenant, il y a un autre élément, c'est le cadre structurel, c'est le cadre institutionnel. Hein, on parlait tout à l'heure des différentes structures de l'État qu'il faut automatiquement, en tout cas, nettoyer, procéder à une refonte totale. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que s'il y a des affections, s'il y a recours aux actes d'anti-jeu politique, c'est tout simplement parce qu'il y a certains qui ne croient plus, à ces structures. Et ils pensent, par exemple, vous avez M. Maurice Kamto, lorsqu'il se présente comme président de la République à Oudia, c'est parce qu'il estime qu'en fait les institutions en place ne peuvent pas lui garantir cet accès au pouvoir. Il décide donc de récupérer sa part d'autonomie, il ne fait plus confiance à l'État, il rompt le contrat. Donc il faut qu'on essaye de revoir ces institutions et revoir également les codes qui régissent ces institutions. Et après maintenant, on peut donc parler du capital. Il faut qu'on donne les chances à tout le monde. Il faut libéraliser le jeu et sortir en fait du cadre totalement manichéen du champ politique. Parce que chez nous, on a d'un côté ceux qui aiment le pays et de l'autre ceux qui détestent le pays. Merci. Ça fait en sorte qu'on diabolise la contradiction, on diabolise l'adversité. Merci beaucoup à tous. Merci à tous d'être venus. Jean-Marc Bikoko, Angélbert et Sombavi Dongonor, Parfum Voum, Aristide Mono pour parler du champ politique camerounais et des réformes qui lui sont nécessaires aujourd'hui pour qu'il puisse avancer sereinement. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition de 237 le débat. C'est uniquement sur Equinox Télévision. À très bientôt, madame, messieurs.